La blessure de rejet, c'est quand tu as ce sentiment régulièrement de ne pas être aimé ou pas désiré ou pas accepté par une personne en particulier, peut-être dans ta vie de couple par exemple, ou d'une façon générale par les autres. Et dans cette vidéo, je vais d'abord te présenter un témoignage personnel, mon histoire, comment je l'ai guéri, cette blessure de rejet. Ensuite, on va voir les 4 types de blessures de rejet, les causes profondes qui font que tu as ce sentiment d'être rejeté et comment guérir tout ça. Je m'appelle Jean-François Berne, je suis thérapeute et j'aide les personnes à s'aimer et créer une nouvelle relation magnifique avec elles-mêmes et avec les autres. Et ce que tu vas voir est une présentation que j'ai donnée à ma communauté il y a quelque temps. Ouais, ce soir, je vais vous parler de la blessure de rejet. Euh, j'ai récemment eu une prise de conscience que, en fait, c'est une blessure que je connais intimement, de par mon histoire, euh, et que je comprends intimement aussi chez les personnes que j'accompagne. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire, qui pouvaient avoir beaucoup de valeur, et que ça valait le coup de les partager. La blessure de rejet, en fait, c'est avoir cette impression que je ne suis pas suffisant pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être apprécié. C'est cette impression que j'ai plus envie d'être avec les autres ou avec une personne que les autres ou cette personne ont envie d'être avec moi. Et, euh, et c'est une vraie souffrance. Et ça peut être euh, dans la vie sociale. Euh, je me sens seul, j'ai l'impression de ne pas connecter avec les autres, j'ai l'impression que les autres ils sont toujours occupés, que je ne suis pas dans leur priorité. Ça peut être dans la vie amoureuse. Euh, j'ai l'élan d'aller vers l'autre, j'ai besoin de sentir sa présence, et puis je sens qu'il n'est pas disponible émotionnellement pour moi. C'est cette impression en fait que ouais, il me manque quelque chose, je suis pas comme il faut, je suis pas bien comme il faut, je me sens pas complet dans ce que je suis, comme s'il me manquait quelque chose pour pouvoir mériter de recevoir de l'amour. Et ce sentiment que j'ai pas suffisamment de valeur pour être apprécié. Ce soir, je vais vous donner un témoignage personnel de mon histoire avec la blessure de rejet et comment elle s'est guérie en moi. Parce que elle a complètement guéri. Je vais vous donner aussi les différents types de blessures de rejet qui existent pour que vous puissiez comprendre, bah voilà, moi je suis dans tel profil, je suis dans tel profil. Ensuite, on va regarder les causes. Pourquoi on ressent cette blessure du rejet, les causes profondes en fonction des différents profils de rejet. Et puis on terminera en allant voir du côté des solutions. Ok, maintenant que j'ai compris euh, comment je fonctionne, pourquoi je ressens ce rejet, c'est quoi la cause profonde, bah, comment je règle ça. Et donc j'aimerais que vous ressortiez de cet échange ce soir avec ouais, de la clarté, en fait. De sentir, ok, je vois clairement que si je veux avancer là-dessus, si je veux me sentir mieux avec ça, la première étape, ça va être ça. Et puis les suivantes, ça va être ça. Je me souviens, je pense qu'on devait être en 2018, euh, d'un jour où j'étais dans ma chambre. Je revenais du travail. J'étais prof à cette époque. Et j'étais sur mon lit. Et j'ai reçu un message sur WhatsApp d'une amie. Parce que je lui avais demandé, tu fais quoi pendant les vacances? Et j'allais avoir 2 mois de vacances et je savais pas très bien ce que j'allais faire pendant ces 2 mois. Et j'avais peur de me sentir seul. Et je me suis dit, ce serait sympa qu'on organise quelque chose ensemble. Et elle me répond, elle me raconte son programme de vacances, qui est un programme merveilleux, et notamment cette semaine en kayak qu'elle avait prévue avec des amis à elle, une bande d'amis merveilleux qu'elle avait. Et voilà, je lui ai répondu que
j'étais content pour elle et je l'étais sincèrement. Mais derrière ce masque souriant, à l'intérieur, ça venait appuyer comme une épine à l'intérieur de moi. Une épine douloureuse euh, de sentir, mais moi j'ai pas ça. Et de sentir cette anxiété, mais qu'est-ce que je vais faire de mes vacances? Avec qui je vais être? Et à l'intérieur de moi, ça résonnait comme est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir être avec moi? Euh, et cette souffrance de la solitude. Et je le ressentais aussi dans ma vie amoureuse. J'avais l'impression de ne pas être un homme complet, un homme suffisant, d'avoir suffisamment à offrir pour que euh, une femme puisse m'aimer, qu'on puisse fonder une famille. Je me sentais insuffisant et du coup pas attirant et du coup rejeté. Et puis un jour, j'ai entendu un témoignage dans un podcast de quelqu'un qui racontait une transformation personnelle très profonde qu'il avait vécue dans sa vie et il racontait toutes les démarches qu'il avait faites. Et on pouvait vraiment sentir qu'il avait résolu beaucoup de choses, qu'il y avait beaucoup de peur qui était en lui, qu'il avait dissous dans sa relation avec lui-même, dans sa relation avec les autres. Et moi, quand j'ai entendu ce témoignage, ça m'a trop touché. Et je me suis dit, mais en fait, c'est possible de changer. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, JF, tu vas changer. Et je me suis mis à beaucoup investir sur moi, en temps, en argent, pour pouvoir me faire accompagner en thérapie, aller vivre des stages, des expériences, etc. Et toutes ces choses ont conduit à me changer peu à peu à l'intérieur, vraiment sur le plan psychologique. Et puis, il y a eu une expérience aussi spirituelle. J'ai comme eu une ouverture de cœur spirituelle et je me suis senti profondément en lien avec le mystère de l'univers et avec un amour un petit peu mystérieux. Euh, euh, Beaucoup de synchronicité euh, et ça a ouvert quelque chose en moi et je me suis dit mais en fait si je me repose dans cette dimension plus grande que moi, euh, je peux connecter avec moi et changer mon regard sur moi-même et m'aimer depuis cet espace intérieur, cet espace divin. Et le fruit de tout ça, en fait, ça a été une transformation profonde du regard que j'avais sur moi. Et je me suis rendu compte, en fait, à quel point j'étais digne d'être aimé, en fait, par les autres. Et j'ai commencé à visualiser euh, tous les jours, très régulièrement. Je me voyais profondément aimable, profondément aimé. Je visualisais les autres qui venaient vers moi, qui avaient envie d'être avec moi. Et je les voyais venir me toucher, me prendre dans les bras, me faire des hugs. Moi, je suis très tactile, c'est mon langage de l'amour. Et quelques années plus tard, j'ai organisé un séjour avec des amis à la montagne. Euh, et à un moment, euh, je ne sais plus pourquoi, mais je leur ai partagé quelque chose de cette histoire. Et ils sont tous venus vers moi. Trop mignon, quoi. Euh, et j'étais au centre de ce câlin collectif. Et je me suis dit, mais waouh, ce que j'ai vu dans mes visualisations, ça vient de se passer. Ça y est, c'est plus seulement cette idée que je suis digne d'être aimé, j'ai la preuve concrète. Et à partir de ce jour-là, il y a eu plein de petites preuves qui se sont accumulées. Des petits messages d'amis, de soutien, des propositions que je pouvais faire, de se voir, et je voyais que ça marchait, que ça répondait. Et il y avait ce lien vraiment très concret et très réel, et en même temps, un changement profond de mes perceptions. Un jour, je me suis retrouvé à être en colocation de façon provisoire dans un endroit, et un jour, la personne avec qui j'étais en colocation depuis 2 jours
Elle vient me voir. En fait, j'étais chez elle. Elle me sous-louait une chambre chez elle. Et elle me dit, écoute Jean-François, je me sens pas à l'aise en fait dans la relation, donc on va arrêter cette colocation. Donc en gros, je me suis fait mettre à la porte. Et ce qui est assez étonnant dans cette histoire, c'est comment j'ai réagi. À aucun moment, je me suis dit, mais il y a un problème avec moi, je suis un vilain petit canard, je me fais dégager, encore quelqu'un qui veut pas de moi, qu'est-ce que j'ai fait encore de mal, est-ce que j'ai dit une mauvaise parole, etc. Cette culpabilité, ce sentiment de rejet. En fait, j'ai pas du tout vécu ça. Euh, j'ai juste senti, mais moi, je suis parfaitement OK, tel que je suis. Elle, elle est parfaitement OK, telle qu'elle est. Il y a quelque chose qui s'est pas bien passé dans la relation. Et je vais discuter avec elle pour comprendre. Est-ce que j'ai été maladroit? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il faut pas? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon énergie? Mais sans culpabilité, sans sentir ouais, je suis pas bien, etc. Et, et en sortant de chez cette personne, je me suis dit, mais c'est fou quand même. Je viens de me faire mettre à la porte, mais je ne me sens pas blessé de ça. Et ce jour-là, j'ai compris à quel point cette blessure de rejet, en fait, elle n'existait plus à l'intérieur de moi. C'était zéro. Et il y a encore des moments où je me prends des vents. Encore des moments où j'ai envie d'être avec quelqu'un, l'autre personne, elle n'a pas envie d'être avec moi. Mais à chaque fois, je ressens, bon, c'est normal. Ça fait partie de la relation humaine. Et je crois que ce changement intérieur que j'ai vécu, même si ça parle de mon histoire, avec mes blessures, avec qui je suis, et que je plaque pas cette histoire sur tout le monde, parce qu'on a chacun une histoire différente, des blessures plus ou moins profondes, etc. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose d'universel. Et, et que ça peut marcher pour d'autres aussi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous dire, peut-être ce soir vous vous sentez pas bien, peut-être vous êtes triste, peut-être vous êtes senti rejeté récemment, peut-être il y a cette angoisse de ça va jamais marcher, mais gardez la foi, gardez cette confiance que vous êtes, je veux dire garde cette confiance que tu es une bonne personne, garde cette confiance que même si tu n'arrives pas à le ressentir à l'intérieur de toi, tu es une bonne personne, tu es valide tel que tu es. Même s'il y a des signes, des preuves de rejet que tu vois autour de toi, même si les autres peut-être ne voient pas encore aujourd'hui, et toi non plus tu n'arrives pas à voir la beauté de ton être, pourtant cette beauté, elle est à l'intérieur de toi. Quand, quand tu es né, quand tu es arrivé sur cette terre, tu es une âme, une pure lumière, un petit embryon, tu as cette beauté dans ton essence, c'est qui tu es vraiment. Et même si tu as vécu des blessures, même si tu as eu des rejets peut-être très profonds dès l'enfance, etc., euh, cette beauté, cette lumière, elle est à l'intérieur de toi. Et j'espère que ce que je vais partager ce soir va aider à apporter de la clarté pour mieux comprendre cette blessure de rejet, d'où elle vient et comment la régler. Avant de continuer, tu n'as pas besoin de prendre de notes. J'ai créé un document avec tout le résumé des différents points qui ont été évoqués et les concepts principaux. Pour le télécharger, le lien est dans la description. Ok. Donc premier point, les différents types de blessures de rejet. Le premier type, c'est la blessure de rejet existentielle, c'est-à-dire c'est un sentiment un peu diffus, un peu vague, qui s'applique dans la vie sociale, dans la vie amoureuse, dans la vie professionnelle. Cette idée, ce ressenti de je suis pas suffisant, il y a un mur entre moi et les autres, je me sens pas assez, je me sens comme un vilain petit canard. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure de la blessure de rejet, c'est dans la vie sociale. Donc moi, c'était ma blessure de rejet à moi. C'est ce truc de j'arrive pas à connecter, je me sens seul, j'arrive peut-être à créer des liens, mais pas des liens d'intimité profonde avec les autres, ou même peut-être j'arrive pas à créer de liens.
Le troisième type de blessure de rejet, c'est dans la vie de couple. C'est ce truc de ah, j'ai tellement envie de sentir ta présence. Je me sens pas bien. J'ai tellement besoin de te le partager maintenant. Et puis l'autre, il se ferme. Euh, et on se sent pas accepté. Et le dernier type de blessure de rejet, c'est quand on se sent pas suffisamment bien, donc du coup en dessous de l'autre. Euh, Ça peut être dans la vie amoureuse. On est amoureux d'une fille ou d'un homme euh, et on a l'impression ou qu'elle est tellement au-dessus de nous et nous on se sent tout petit. On a l'impression d'être beaucoup moins bien et du coup, si on va voir cette personne et puis qu'on se prend un vent, on a l'impression qu'on n'était pas à la hauteur. On se sent rejeté parce qu'on n'était pas à la hauteur. Ça peut être aussi dans un sentiment un peu hiérarchique. Je me souviens d'une femme qui m'avait partagé qu'elle ressentait ça face aux figures d'autorité spirituelle. Quand elle était avec quelqu'un voilà, qu'elle qualifiait de sage dans ses jugements, elle se figeait à côté de cette personne. Ou quelqu'un d'un petit peu impressionnant, qui parle bien, qui a du charisme, ou quelqu'un de supérieur dans les échelons. Et donc, hop, on met la personne au-dessus et nous, on se met en dessous. Ensuite, dans les types de blessures de rejet, il y a c'est pas tellement un type, mais c'est ce qu'on vit. Et donc, vous pouvez vous poser cette question. Est-ce que je vis le rejet de façon subtile? C'est les exemples que je vous ai dit plus tôt. Par exemple, j'envoie un texto à quelqu'un, la personne me dit peut-être ah oui, pourquoi pas se voir, et puis finalement ça se fait jamais, et on sent qu'elle a juste dit ça pour nous faire plaisir et qu'en fait elle n'était pas vraiment intéressée ou elle est jamais disponible. Et donc on s'est pas pris quelque chose de violent dans la forme, mais nous on s'est senti rejeté. Et ça peut être aussi euh, de vivre des rejets qui sont violents. C'est-à-dire, on a une personne en face, elle nous dit des paroles toxiques, euh, méprisantes. Euh, Peut-être même on se fait insulter, ou peut-être c'est un rejet physique, ou une violence verbale ou physique. Ensuite, face à ça, il peut y avoir différents degrés de réaction. Donc vous pouvez vous demander, c'est quoi mon degré de réaction? Il y a un premier niveau, c'est le niveau ça fait mal, je me sens triste. Voilà, mais c'est pas destructeur profondément pour moi. Après, il y a le deuxième niveau. C'est ça me met dans une angoisse, ça me met dans le noir, ça me rend profondément triste. Ça vient toucher quelque chose peut-être d'une énergie de la dépression. Ça me coupe en deux. Et puis il y a le troisième niveau de réaction, qui est un niveau de réaction profond, nerveux, traumatique. Je me fige. Mon système psychique, il s'effondre. Euh, euh, je rentre vraiment dans une dépression où je me fiche complètement face aux autres ou face à la personne. J'arrive plus à parler. Ou peut-être mon système nerveux, il s'active avec de la colère. Je me sens rejeté, c'est insupportable. Et peut-être je le contiens à l'intérieur et je le ressens, ou peut-être j'ose l'exprimer et je me mets à avoir une réaction hyper forte. Alors maintenant, les causes profondes. Donc on a vu les différents types de rejet, les différents degrés dans la façon dont on vit le rejet ou dans la façon dont on le subit. Maintenant, on va regarder les causes profondes. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent rejeté aujourd'hui et dans notre histoire? La première chose, la première notion que je voudrais apporter, qui est une notion vraiment dont j'ai pris conscience dans mon métier, quand j'ai commencé à accompagner les gens,
c'est la notion de conscience, de prise de conscience de ce qui se passe. Moi-même, dans mon histoire, je suis tellement plus conscient aujourd'hui, j'ai l'impression de voir des choses. Euh, euh, je vais prendre une métaphore, je danse beaucoup, et au début, quand tu danses, tu captes rien. Il y a plein de trucs subtils, de petites pressions que te met ton partenaire, et toi, tu les ressens de façon grossière, tu les ressens pas dans la subtilité. Et un jour, après avoir progressé en danse, j'ai redansé avec une personne avec qui j'avais dansé auparavant, et je me suis mis à capter plein d'informations, plein de choses qu'elle me transmettait dans les bras, dans les jambes. Et c'est comme si tout d'un coup je voyais le monde en HD. Ou comme si j'avais vu le monde en noir et blanc et tout d'un coup je disais ah mais en fait il y a des couleurs et là il y a du rouge et là il y a du bleu. Vraiment une impression d'être dans un nouvel univers avec des nouveaux sens. Et je me suis rendu compte mais en fait elle, depuis le début, elle capte ça. Et moi je le captais pas du tout. Et du coup ça veut dire que quand on dansait et que j'avais beaucoup moins de niveau de conscience dans la danse, il y a plein de trucs qui se passaient dans ma façon de danser, dans ce qu'elle donnait, dans ce qu'elle recevait, dont elle avait complètement conscience et que moi, je n'avais pas conscience. Et donc, dans la relation, c'est la même chose. Il y a des choses dont on n'a pas conscience, nous-mêmes, mais dont les autres ont conscience. Euh, et ça, c'est super important à comprendre parce que il peut y avoir des choses chez moi qui font que les autres me rejettent, qui sont évidentes pour tout le monde, que tout le monde voit, mais moi, j'arrive pas à voir parce que je suis de mon point de vue à l'intérieur. Et, et en prendre conscience de comment je suis perçu par les autres, ça peut tellement aider à, à comprendre, ah, en fait, c'est juste à cause de ça. Ok, du coup, je vais régler ça. Il y a 3 niveaux de conscience. Il y a le niveau inconscient, donc c'est-à-dire, il se passe des trucs et je capte pas. Euh, Par exemple, j'ai vécu dans une association où on était en coloc avec des personnes qui venaient de la rue. Et il y avait une personne qui avait une énergie vachement toxique, euh, toujours en train de se plaindre, très dure dans les relations, et du coup très seule et très isolée. Mais en fait, tout le monde voyait autour d'elle que son énergie elle était très toxique et négative, mais cette personne, elle s'en rendait pas compte en fait. Elle était dans sa bulle, elle était complètement inconsciente que si les autres ne vont pas vers elle, c'est pour des raisons très logiques. Donc elle ne le voyait pas. Donc ça c'est le premier niveau, c'est inconscient. Le deuxième niveau, c'est d'être conscient de ces schémas, mais pas dans l'instant présent. Et le troisième niveau, je vais vous donner un exemple pour comprendre la différence entre le niveau conscient, mais pas dans l'instant présent, et celui que j'ai annoncé maintenant. Le troisième niveau, c'est conscient, mais dans l'instant présent. Donc, qu'est-ce que c'est la différence? Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu récemment en accompagnement. C'était une personne très dans le mental. Et donc, quand on parlait de ces sujets, je la sentais pas du tout connectée émotionnellement, ni à elle-même, ni à moi. Et à un moment, je lui dis, est-ce que tu sens que là, la partie de toi qui est au contrôle, c'est une partie très mentale, très analytique. Est-ce que tu sens que on n'est pas connecté émotionnellement? Et là, elle a une prise de conscience et elle me dit, ah ouais, ouais, je sais que ça m'arrive souvent d'être comme ça. Donc vous voyez, elle avait une conscience en dehors de l'instant présent, elle a identifié qu'elle avait ce comportement-là, mais pas dans l'instant présent. Au moment où elle était en train de le vivre avec moi, elle ne s'en rendait pas compte. Et 2 minutes plus tard, elle est retournée comme ça, très analytique, très mentale, et je l'ai nouveau arrêté, et je lui ai dit, quelle part de toi est en train de parler? Et là, il me fait, ah oui, je me rends compte, là, je suis dans le mental. Donc un peu plus de conscience. Et puis on continue de parler, et au bout d'un moment, il se remet dans son mental, et là, de lui-même, il dit, ah, je me rends compte, je suis reparti dans la partie très mentale, je me suis coupé à nouveau de moi-même, et je me suis coupé à nouveau de toi. Et donc, vous voyez, cette troisième fois, il en a eu conscience dans l'instant présent. Je dirais qu'il y a un quatrième niveau de conscience
C'est pas seulement une conscience, à la fois être conscient et à la fois capable de gérer ce qui se passe à l'intérieur de moi tout en restant conscient à ce qui se passe. Euh, Par exemple, moi, en travaillant, en étant accompagné, il y a eu des moments où je me rendais compte dans les relations qu'il y avait un peu d'anxiété qui était là, un peu d'anxiété sociale que je ne voyais pas avant. Et donc, je me souviens d'une fois, j'étais dans un café, c'est une des premières fois où j'ai ressenti ça. J'étais en train de parler à la personne qui était en face de moi et j'ai senti que je m'activais, qu'il y avait un peu d'anxiété sociale. Et non seulement j'en ai eu conscience dans l'instant présent, mais en plus, j'ai pu activer en moi une régulation de ça, c'est-à-dire j'envoyais un peu le message à mon système nerveux intérieurement, t'inquiète, t'es en sécurité, tout en restant présent dans la conversation. Et cette conscience, ce niveau de conscience, c'est une chose fondamentale à comprendre sur la blessure de rejet. C'est très probable, selon moi, je dis ça parce que je l'ai vu dans mon expérience personnelle et je le vois chez les personnes que j'accompagne, pour moi c'est très probable que si vous vivez du rejet dans vos relations, très probablement il y a un niveau de conscience que vous n'avez pas. Peut-être d'une façon générale, ou peut-être dans des moments très particuliers. Peut-être il y a des relations, peut-être il y a certains types d'échanges où vous êtes très conscient de ce qui se passe, mais peut-être, je ne sais pas, quand vous êtes activé émotionnellement par un collègue qui vous fait un reproche, tout d'un coup vous êtes activé émotionnellement et vous perdez conscience de vous-même, de ce qui est en train de se jouer à un niveau subtil dans la relation. Voilà. Donc, première cause de pourquoi on est rejeté, tout simplement parce qu'il y a des choses dont on n'est pas conscient qui sont en train de se passer, on ne le voit pas, mais l'autre le perçoit. Je donnerai des exemples, d'autres exemples concrets plus tard. La deuxième notion à comprendre, donc ça c'est première notion fondamentale, quel est mon niveau de conscience? Deuxième question fondamentale, c'est la réalité objective versus la réalité subjective. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a les faits et il y a votre interprétation des faits. Donc, exemple que j'ai donné plus tôt, quand j'envoyais des textos, je me souviens de textos que j'ai envoyés à des gens. Tiens, bah, je me souviens, là j'ai un exemple en tête d'une personne, Quentin, il s'appelait. Trop sympa ce gars. J'avais trop envie de connecter avec lui, qu'on devienne amis, quoi. Je lui envoie un texto pour lui proposer un café et il m'a jamais répondu. Et là, comment je réagis, c'est mon interprétation de la réalité. Et ce que je me dis, c'est parce que je suis une merde qu'il n'a pas envie d'être avec moi, encore une preuve de plus que je suis rejeté? Ou est-ce que je me dis, mais il y a plein de moments dans ma vie où des gens m'ont proposé d'être invité, il y a plein de moments où je propose d'être invité et on me dit oui, et parfois on me dit non, parce que des fois les gens ils n'ont pas envie d'être avec moi, des fois moi j'ai pas envie d'être avec eux, et ça fait partie de la réalité humaine. Et donc vous voyez que au même événement subjectif, je ne reçois pas de réponse à un texto, la façon dont j'interprète ça, ça change complètement la nature de l'expérience et ça le change complètement émotionnellement comment je me sens. Dans un cas, bah, bon, c'est pas très agréable, mais ça passe comme une lettre à la poste. Et dans un autre cas, ça me mine. Euh, et donc, cette deuxième notion, elle est fondamentale parce que peut-être que vous êtes réellement rejeté et que vous viviez réellement des expériences de rejet. Et peut-être que, en fait, vous n'en vivez pas fondamentalement plus qu'une autre personne. Mais simplement, vous les vivez émotionnellement beaucoup plus intensément. Et donc, en réalité, de façon objective, si une caméra décrivait ce qui se passe, elle verrait que vous n'êtes pas plus rejeté que les autres, mais vous, à l'intérieur, vous avez l'impression d'être rejeté. Et donc, il peut y avoir les deux et un mélange des deux. Mais c'est une deuxième question fondamentale à se poser. Qu'est-ce qui est objectif et qu'est-ce qui est de l'ordre d'une interprétation subjective et intérieure?
Maintenant qu'on a posé ces deux notions, ça va nous donner un cadre pour comprendre tout ce que je vais vous dire sur les causes profondes du rejet. Donc, on va avoir deux grands types de causes profondes. Le premier type de cause profonde, c'est je me sens rejeté uniquement parce qu'il se passe des choses subjectives à l'intérieur de moi. En réalité, je suis autant aimé, autant apprécié que d'autres, mais dans ma réalité intérieure, j'ai pas du tout cette perception-là. Donc c'est le premier cas. Et après, dans un deuxième temps, on verra le deuxième cas où il y a effectivement des éléments objectifs où je suis objectivement, une caméra verrait que je suis objectivement plus rejeté que d'autres. Donc, moi, c'était mon cas par exemple. En fait, objectivement, j'étais pas du tout plus rejeté que d'autres, mais c'était juste des histoires dans ma tête, dans ma réalité intérieure. Et d'où est-ce qu'elles venaient, ces histoires? Bah, très probablement, il y a une histoire originelle, une expérience de rejet qu'on a vécue, probablement dans l'enfance, dans le passé. J'ai en tête, par exemple, une personne que j'ai accompagnée et elle avait un père infect qui un jour arrive dans le salon. Elle avait toute petite, 6-7 ans, il me semble. Et il lui parle, il lui dit t'es moins que rien, de toute façon. Vous voyez, des paroles très dures, très, très destructrices. Et sans raison, quoi. Comme ça, juste il était mal luné ce jour-là. Qu'est-ce que je crois quand je suis enfant? J'ai deux choses que je peux croire. La première chose, c'est croire papa est un adulte un peu toxique, il est mal luné aujourd'hui, il sait pas ce qu'il dit. Aucun enfant n'est une moins que rien. Aucun enfant n'est une moins que rien. Mais juste, ça parle pas de moi, ça parle juste de lui. Et donc, ça lui appartient. Ce qui me dit, mais moi, je suis bien. C'est lui qui est pas bien, qui a un problème, qui est toxique. Est-ce qu'un enfant va penser ça? Ou est-ce qu'un enfant, il va penser papa est mon papa. Il m'aime. Il dit la vérité. Il est la vérité. Il est parfait. Je dois absolument conserver le lien avec lui. C'est une question de vie ou de mort. Littéralement, c'est lui qui me nourrit. Et du coup, s'il me dit que je suis une moins que rien, bah, il doit avoir raison. S'il me le dit, c'est que c'est vrai. À votre avis, qu'est-ce qu'il va se dire un enfant? Bah, évidemment, un enfant, il va croire à la deuxième version. Il a aucun recul. Et donc, on est dans une situation où la réalité, c'est que l'adulte dit un mensonge. Ce n'est pas vrai que cet enfant est-il moins que rien. Un mensonge qui lui appartient, l'adulte. Mais l'enfant, lui, ce qu'il enregistre au plus profond de lui-même, c'est que ce mensonge est une vérité. Et il va y croire, non seulement en termes de croyance mentale, je suis une moins que rien, plus ou moins consciente, mais surtout en termes de ressenti. Ce ressenti de j'ai pas de valeur, je vaux rien, je me sens pas bien, je me sens coupé. Et du coup, ce ressenti existentiel, bah, il s'enregistre comme un mensonge, mentalement, mais aussi dans le système nerveux, dans les émotions. Et du coup, cet enfant, il grandit avec ça. Et donc, à partir de là, ce mensonge va créer des boucles. Une boucle qui va modifier ses perceptions. Par exemple, je suis à l'école et il y a quelqu'un qui, je sais pas, triche aux billes. Et du coup, il remporte mes billes. Et moi, je trouve ça injuste. Et du coup, la perception que va avoir cette personne, c'est bah, du coup, voilà, moi je suis moins que rien, lui il est fort, moi je suis faible, je vais pas me défendre. Perception. Cette perception, elle entraîne une réaction émotionnelle intérieure. Je me sens pas bien. Du coup, cette réaction émotionnelle intérieure et les croyances associées, elles vont entraîner une réaction. Bah, du coup, face à cette situation, je me défends pas. Je me sens pas bien. Et du coup, cette réaction, elle va être perçue par les autres. Et elle va susciter une réponse des autres.
peut-être ce gars qui lui a piqué les billes, il est peut-être malveillant, et donc il va sentir que elle se défend pas, que elle va pas le mordre, elle va pas dire non, t'arrêtes maintenant. Et donc il en profite pour euh, euh, la harceler. Ou peut-être que cette énergie un peu de bah, je suis moins que rien, je suis une victime, les autres vont le sentir dans la classe. Et du coup, euh, bah ça va attirer d'autres personnes, d'autres relations toxiques d'enfance. Peut-être, euh, comme elle dégage cette énergie, elle va pas parler, elle va pas se mettre en lumière dans les groupes. Et peut-être les gens vont se dire, mais euh, vont pas la voir, et donc vont pas lui donner la parole. Et vous voyez comment cette réponse du monde, ça vient confirmer cette croyance profonde de je suis une moins que rien. Là, c'est plus je suis une moins que rien parce que papa me l'a dit. Là, c'est je suis une moins que rien parce que j'ai la preuve. Euh, Ce gars qui me harcèle avec les billes, il se comporte pas du tout pareil avec ma voisine de classe. Les camarades, ils se comportent pas comme moi, avec les autres comme avec moi. Et donc, c'est bien la preuve. Et puis cet enfant, il va grandir et les preuves vont s'accumuler et il va complètement oublier la blessure originelle. Il va peut-être lire des livres sur l'enfant intérieur et comprendre qu'il y a peut-être un lien mentalement, mais voilà, le souvenir de la trace psychique émotionnelle originelle est oublié. Et, et cette boucle va s'auto-entretenir. Je pense que je suis un moins que rien, donc j'ai une émotion à l'intérieur de je me sens pas bien, une énergie de moins que rien. Donc j'ai des réactions face au comportement des autres qui disent mais voilà, je suis un peu un moins que rien. Et donc j'ai une réponse des autres qui me traitent comme si j'étais une moins que rien. Et donc ça vient renforcer la perception. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que on peut croire, en fait, je ne vaux pas, je n'ai pas de valeur parce que toute ma vie, tout le monde m'a montré que j'avais pas de valeur. Dans mes relations amoureuses, dans les relations toxiques, etc. Et donc, on finit par croire que c'est notre être profond qui est comme ça. Mais en réalité, si on regarde ce qui se passe vraiment, c'est pas notre être profond. Ce qui est comme ça, cette énergie de je suis en moins que rien, c'est l'enveloppe qu'on a construite à l'intérieur de notre être, depuis cette blessure originelle. Et le monde interagit avec cette enveloppe. Et ça vient renforcer nos perceptions. Mais quelle est notre nature profonde? C'est celle qu'on était à l'origine, c'est d'arriver dans ce monde et d'être une âme, un petit embryon infiniment digne d'être aimé, d'être désiré, quelqu'un d'aimable, quelqu'un de désirable, quelqu'un qui a de la valeur. C'est notre nature originelle. Euh, et on s'en souvient pas parce qu'on a commencé à avoir des souvenirs, on était déjà blessé, mais c'est toujours à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est le premier mécanisme, la première cause profonde, la cause de se sentir subjectivement à l'intérieur digne de rejet et tout ce que ça vient entraîner ensuite comme boucle de réaction de nous et des réactions des autres. La deuxième cause profonde du rejet, c'est la dimension objective. C'est-à-dire, indépendamment de mes perceptions des histoires que je me raconte, euh, ce que verrait une caméra entre ce qui se passe entre moi et les autres est objectivement différent entre moi et une autre personne. Alors pourquoi on est rejeté? Et tout ce que je vais vous dire là, je vais vous inviter à vous poser la question, dans quelle mesure j'en suis conscient? Est-ce que quand Jean-François dit ça, ça tout d'un coup je deviens conscient, je me dis, ah mais oui c'est vrai, j'avais jamais réalisé, mais c'est ça qui se passe. Donc ça veut dire que j'étais encore au premier niveau d'inconscience. Est-ce que je suis à un niveau de conscience, mais pas dans le moment présent? C'est-à-dire je sais que qu'il se passe ça, mais j'arrive pas à le voir en général au moment où ça se passe.
Ou est-ce que je suis au niveau de conscience présent? C'est non seulement j'en ai conscience, et je vois très très bien quand c'est en train de se jouer avec les autres. La première chose dont on peut être inconscient et qui peut causer du rejet, c'est nos réactions émotionnelles automatiques. Euh, C'est-à-dire, souvent dans les relations, je me sens anxieux, je me sens énervé, voilà, j'ai des émotions qui vont faire que je vais me sentir d'une certaine manière. Donc je vais vous donner un exemple perso. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai passé 6 mois dans un centre spirituel où j'étais au service à l'accueil. Et puis il y avait une petite tension sur un sujet avec une personne de l'accueil, qui travaillait avec moi. Et on commence à aborder le sujet. Et je vois mon corps se contracter, je vois que je suis pas à l'aise, je vois que j'ai peur de la blesser, j'ai peur de me blesser, etc. Et donc il y a un peu cette énergie de... Elle perçoit qu'il y a beaucoup d'émotions chez moi. Et donc forcément, quand on a quelqu'un comme ça en face de soi, on se sent pas très à l'aise. C'est pas la même chose que si j'étais arrivé très détendu et je lui dis, écoute, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose là entre nous, est-ce qu'on peut en parler posément pour essayer de régler la situation et puis mieux collaborer ensemble. Vous voyez la différence? Euh, euh, donc peut-être je suis angoissé, donc les autres ils sont pas très à l'aise avec ces angoisses. Peut-être je suis dur et je me mets en colère parce que j'ai été beaucoup blessé, donc je me protège. Et du coup les autres se sentent pas très à l'aise avec ça. Peut-être je suis triste ou j'ai une énergie un petit peu de victime, de me plaindre. Et puis euh, voilà. Donc toutes ces réactions émotionnelles qu'on n'arrive pas en- encore, euh, qu'on n'arrive pas aujourd'hui à contrôler et qui font que les autres, euh, comme notre système nerveux n'est pas complètement détendu, le leur n'est pas complètement détendu et donc ils n'ont pas trop envie de se confronter à cette énergie négative. Euh, et parfois, il suffit que ça arrive une fois. Peut-être on est détendu avec quelqu'un depuis 1 an, mais il y a 1 an, il nous a vu dans une situation précise de péter un câble d'une façon qu'il a jugée excessive. Et la personne, elle a cette mémoire de ça. Et donc elle sait que si c'est arrivé dans le passé, même si depuis 1 an ça se passe bien, elle est quand même un peu contractée en notre présence, un peu en train de marcher sur des œufs, parce que c'est dit, faut pas qu'on l'énerve, quoi. Donc ça, c'est une première cause. Euh, Deuxième cause, c'est notre énergie. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé euh, de sentir instantanément quand quelqu'un rentre dans une pièce son énergie. Instantanément, vous sentez, lui, il a confiance en lui. Euh, elle, euh, elle est, elle est très mal dans sa peau. Lui, il est complètement timide. Elle, euh, elle est très solaire, elle prend toute la place. Et la personne, elle a même pas ouvert la bouche. Mais vous le sentez. Comment ça se fait qu'on sente ces choses-là? Parfois on n'arrive pas à l'expliquer, mais notre système nerveux, il perçoit des choses. Il perçoit comment elle se tient, comment elle respire, des micro-interactions. Est-ce que quand je lui parle, est-ce qu'il y a une micro-contraction qu'on sent, ou est-ce qu'on sent que c'est complètement détendu, qu'il y a le sourire qui est pas loin, ou qu'il y a la gueule qui est pas loin. Vous voyez, des choses très subtiles comme ça, mais qu'on ressent dans l'énergie de la personne. Et donc la deuxième cause qui peut faire qu'on se sente rejeté, c'est l'énergie qu'on dégage. Euh, donc il y a les exemples que j'ai donnés. Euh, il peut y avoir aussi, et ça peut être très inconscient, euh, est-ce que j'ai une énergie de prendre dans la relation? Vous savez, une relation, c'est prendre, c'est donner et recevoir. Euh, mais si recevoir, je le fais avec l'énergie de prendre. J'ai tellement envie d'être avec toi. Ah, ça te dit pas qu'on se prenne un café? Ah, est-ce que tu serais disponible aujourd'hui pour un café? Eh, tu m'as pas répondu. Ça te dirait pas qu'on prenne un café? Vous sentez cette énergie de prendre? À votre avis, la personne, qu'est-ce qu'elle ressent en face? Elle ressent ce gars ou cette femme, elle a besoin de moi. Elle essaie de mettre le grappin dessus. Est-ce que la personne va se sentir à l'aise de ça? Non. Euh,
euh, et va sentir, mais il se suffit pas à lui-même, il a besoin d'aller chercher quelque chose chez moi. Et cette énergie, elle est repoussante en fait. Personne n'a envie d'être avec quelqu'un qui vient prendre comme ça l'énergie. Euh, donc, peut-être vous vous dites, mais j'ai rien fait, j'ai rien. Euh, ça m'arrive d'être dans des situations où je ne demande pas à la personne. Mais même sans demander, on peut sentir. Par exemple, si je vous dis, euh, ça te dirait d'aller prendre un café, un de ces quatre. Versus si je vous dis, ça te dirait d'aller prendre un café, un de ces quatre. Vous sentez la différence d'énergie que dans la deuxième, on sent que j'ai beaucoup plus d'attente, que je m'accroche à quelque chose ou qu'il y a une peur qui est là. Mais les gens sentent cette énergie. Donc votre énergie, ça peut être au niveau du prendre ou du donner, ou ça peut être au niveau de être fermé ou être ouvert. Euh, les gens, on sent quand on est ouvert à la relation ou quand on est fermé à la relation. Je vais vous donner un exemple. C'était dans un stage que je faisais. Il y avait un exercice où on se promenait dans la pièce et où on devait choisir quelqu'un. Okay, donc les rencontres se faisaient. Et j'arrive devant une personne. Et donc, il y a ce truc un peu, on est en mouvement. Est-ce qu'il m'a choisi? Est-ce qu'il a envie d'être avec moi, etc. Puis, hop, non, ça se fait pas. Et puis avec d'autres personnes, hop, et puis ça se fait. Et j'arrive devant quelqu'un et je sens une hésitation. Quelque chose de pas très fluide quand il arrive vers moi. Et du coup, je me dis, bah, ok, il est peut-être pas très à l'aise d'être avec moi. Je sais pas ce qu'il joue pour lui, donc, hop, je continue. J'ai ressenti que il était fermé. Euh, voilà. Et je vais vous dire plus tard qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette personne. Euh, j'ai déjà fait l'expérience c'était au même stage d'ailleurs, une autre personne. J'avais envie de connecter avec elle. C'était un monsieur d'une cinquantaine d'années. Il avait l'air sympa. Je me suis dit, ça, j'aimerais bien engager la conversation avec lui. Et je le sentais froid. Je le sentais distant. Euh, je le sentais fermé en fait. Et du coup, j'ai pas osé. Euh, et en fait, en réalité, je me suis rendu compte qu'il était juste timide, quoi. Donc c'est ça l'énergie fermée et ouverte. Troisième chose qui peut créer du rejet chez les autres, c'est la dynamique euh, anxieux-évitant. C'est l'attachement. On va pas développer ce soir, mais c'est une théorie fondamentale en psychologie. C'est dans les expériences enfantines, très jeunes, de la relation, surtout avec la maman. Bon, c'est vrai pour le papa aussi, mais ça a plus été étudié avec la maman. Euh, euh, Il y a des gens, leur blessure dans la relation, c'est qu'ils vont se fermer à la relation. Ils vont plutôt avoir tendance à fuir. Moi, par exemple, mes blessures, c'est plutôt des blessures évitantes. On est plus tranquille quand on met un peu à distance les relations. C'est plus sécurisé pour nous. Puis les personnes qui ont l'attachement anxieux, donc anxieux, c'est peut-être pas un bon terme, mais bon, c'est comme ça que ça s'est appelé dans la littérature. Euh, Anxieux, ça veut dire j'ai besoin d'être proche de l'autre, j'ai besoin d'être en fusion. Quand l'autre s'éloigne, c'est très douloureux. Et c'est important de connaître son type d'attachement parce que si vous êtes un attachement anxieux et que vous êtes en couple avec un attachement évitant, vous allez aller le voir parce que vous avez besoin de lien, mais lui, c'est pas son besoin. Lui, il a besoin d'une certaine distance. C'est pas qu'il vous aime pas, c'est sa construction psychique. Ça n'a rien à voir avec vous personnellement. Et lui, il va mettre de la distance parce qu'il n'a pas trop envie de se coller, quoi. Donc ça, c'est une deuxième chose qui peut créer du rejet dans les dynamiques relationnelles. Donc, je vous invite à vous poser la question, mais de toute façon, je vous invite à vous poser la question pour chacun des éléments. C'est
Est-ce que ça résonne pour moi? Est-ce que je suis plutôt de tel type d'attachement, de tel autre? Est-ce que ça vient éclairer des rejets que j'ai peut-être vécus ou que je vis peut-être aujourd'hui dans mon couple? Euh, Quatrième élément, si je me trompe pas sur la liste, sur la numérotation, c'est l'intelligence relationnelle mentale. L'intelligence relationnelle mentale, c'est-à-dire prendre conscience de ce qui est en train de se jouer dans la relation. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami proche. Un soir, on est rentré, on était au resto, et j'ai partagé une opinion politique d'une façon un peu directe. Et ça le concernait de façon personnelle parce que sa femme était impliquée dans un sujet en rapport avec ce que j'ai dit. Et du coup, il est venu me voir le lendemain, il m'a dit, mais je trouvais ça hyper dur, ce que tu as dit, et je l'ai mal vécu. Et moi, ma réaction à ce moment-là, ça a été instantanément de dire, je suis désolé Val. Désolé. Et qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Mon intelligence relationnelle a été de percevoir, peut-être on est d'accord, pas d'accord, c'est pas la question. J'ai dit quelque chose qui a blessé mon ami parce que je comprends que ça le concerne personnellement de par sa femme, ce que j'ai dit. Et j'ai blessé mon ami. Et donc mon ami, il a besoin de sentir que j'ai vu sa blessure et que je valide sa blessure. Donc ça, c'est un exemple de ce que j'appelle de l'intelligence relationnelle mentale. C'est capter qu'est-ce qui se passe chez l'autre, capter ce qui se passe chez moi, pour pouvoir bien y répondre. Et donc, s'il y a ce manque d'intelligence relationnelle, ça peut conduire à des situations où vous êtes rejeté. Par exemple, si moi j'avais commencé à m'énerver un petit peu, à me défendre, peut-être qu'on aurait pu se parler et après et lui expliquer pourquoi je suis pas d'accord. Mais dans un premier temps, fallait que je le valide, fallait que je lui fasse sentir que j'ai compris que je l'ai blessé et que j'ai pas envie et je reconnais humblement. Qu'est-ce qui serait passé si j'avais pas fait ça? Ça aurait abîmé la relation. Puis peut-être la prochaine fois que je l'aurais invité au restaurant, il m'aurait dit je suis pas dispo, JF, parce que blessé dans la relation. Donc cette conscience de l'intelligence relationnelle mentale, c'est un élément fondamental. Si il vous en manque, vous allez vous faire rejeter. Moi, j'ai une croyance profonde, c'est que souvent quand on a eu des blessures d'enfance, du coup, il y a plein d'expériences de la relation qu'on n'a pas pu vivre et du coup, on n'a pas pu développer cette intelligence relationnelle mentale parce qu'on n'a pas eu les expériences pour pouvoir le développer. Et donc, à nouveau, c'est pas que vous êtes un problème dans votre essence, c'est juste que vous n'avez pas appris, c'est tout à fait normal et c'est des compétences qui s'apprennent. Ensuite, il y a l'intelligence relationnelle intuitive. L'intelligence relationnelle intuitive, c'est ce qui se passe dans la danse. C'est-à-dire, je danse avec quelqu'un et je sens, est-ce que je suis trop proche? Est-ce que je suis pas assez proche? Est-ce que la personne s'éloigne? Est-ce qu'elle répond? C'est très subtil, ça s'explique pas. C'est un truc qui se passe dans le corps, dans le système nerveux. Ça peut pas se mentaliser. Vous pouvez pas apprendre ça dans un manuel. Il faut le vivre. C'est une connexion au cœur, c'est une connexion au corps, c'est une connexion au système nerveux. C'est ça que j'appelle l'intelligence intuitive. C'est cette danse. Et elle est très subtile. Et il y a des milliers de paramètres que notre corps y ressent, puis notre cerveau y traite un petit peu dans l'inconscient, et puis on sent qu'est-ce qu'il faut faire. Et il y a cette même danse dans les relations. Et je dis quelque chose, je sens, mon cerveau perçoit un micro-signe, un micro-sourcil qui se fronce. J'en ai même pas conscience, je n'aurais pas expliqué mentalement ce que je perçois, mais juste je ressens, tiens, au moment où je dis cette phrase, c'est pas tout à fait fluide pour l'autre, et puis instantanément, je mets juste un petit peu cette danse de la relation à deux. Quand ça manque, ça va créer des situations où c'est pas fluide avec l'autre, et du coup, on va se sentir rejeté. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'exemple que je vous donnais avec cette personne où, vous savez, on s'est rencontrés, puis j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui bloquait, et puis du coup, j'ai détourné mon chemin. Le lendemain, on avait un groupe de partage,
Et il partage dans le groupe, c'était un petit groupe, on était 4-5. Voilà, je voulais vous parler de souffrance. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes à qui j'ai proposé des contacts et puis qui n'ont pas voulu le contact et ça m'active dans ma blessure de rejet. J'ai l'impression de ne pas être suffisant. Et du coup, je suis allé le voir et je lui ai dit, tu sais quoi, je vais t'expliquer ce qui s'est passé pour moi. Tu sais, quand on s'est rencontrés hier, bah moi j'ai perçu que tu n'avais pas envie ou qu'il y avait quelque chose. Et du coup, j'ai pas insisté, quoi. J'ai lâché l'affaire et je suis parti. Mais moi, j'avais envie de connecter avec toi. Et je lui dis, mais j'ai l'impression que, comme il y a cette blessure de rejet très forte que tu nous as partagée, que peut-être toi, t'as pas osé venir vers moi, peut-être tu étais trop timide. Est-ce que c'est ça qui s'est passé pour toi? Et il me dit, oui, c'est exactement ça ce qui s'est passé. Et, et vous voyez comment dans cette situation, il y a eu une micro-interaction, hein. Ça a duré 2 secondes. Et, et, et c'est dans ces moments-là où cette intelligence intuitive, elle se joue en une fraction de seconde, où on sent si l'autre il a envie de connecter ou pas avec l'autre. Et là, il y avait cette blessure de rejet qui arrivait entre deux. Et, et c'est exactement le mécanisme que je vous ai décrit plus tôt avec les boucles. Cette personne, elle a cru que j'allais la rejeter. Du coup, elle a eu un comportement de timidité. Moi, j'ai interprété, j'étais de bonne volonté, mais j'ai interprété ce comportement de timidité comme bah, il n'a pas envie d'être avec moi ou je comprends pas trop ce qui se passe, donc je vais pas insister. Et, euh, et du coup, moi, j'ai eu une attitude involontairement, mais que lui a interprété comme du rejet. Et vous voyez cette boucle, comment sa croyance à lui a créé un comportement qui, moi, m'a fait réagir d'une manière où, en fait, je l'ai rejeté involontairement. Euh, et lui, c'est venu confirmer la boucle. Et cette personne m'a expliqué, mais en fait, je suis autiste. Et moi, ça m'a vachement parlé parce que, d'une part, mon père a des traits autistiques assez marqués. Moi, j'en ai, d'une certaine manière, de façon moins marquée. Et j'ai eu des personnes que j'ai accompagnées euh, où je sentais ces traits. Et très souvent, chez ces profils autistiques, ils n'arrivent pas à connecter, ils n'arrivent pas à être en relation parce qu'il n'y a pas cette intelligence intuitive du corps. Et je m'en suis rendu compte en leur proposant des exercices de danse. Donc cette personne avec qui on avait une interaction, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu aurais envie qu'on fasse un exercice de connexion, de danse ensemble euh, euh, Voilà. Et donc, je lui ai fait l'exercice où je lui mets la main dans le dos et je le guide. Il doit essayer de sentir si je le fais avancer, si je le fais reculer, si je le fais tourner. Et c'est très subtil, ces trucs-là. Il faut une bonne intelligence intuitive pour pouvoir le sentir. Et il n'y arrivait pas du tout. Euh, et c'est ça le manque, le manque d'intelligence intuitive. C'est ne pas réussir à sentir ça. Et, et ensuite, il y est arrivé. Et je vous raconterai à la fin, quand on parlera des solutions, comment est-ce qu'on peut régler ce problème d'intelligence intuitive. Et moi, j'ai cette croyance, je ne suis pas du tout spécialiste de l'autisme, mais il y a eu mon expérience personnelle et plusieurs expériences que j'ai eues avec des personnes que j'ai accompagnées, où j'ai testé ces exercices de danse, m'ont fait penser que il y a quelque chose dans l'intelligence intuitive qui peut s'apprendre. Euh, voilà, je vous en parlerai à la fin dans les solutions. L'intelligence intuitive, c'est aussi dire le bon mot quand quelqu'un se sent pas bien, savoir ce qu'il faut dire. Si on ne sait pas dire le bon mot quand quelqu'un se sent pas bien, on va créer une expérience avec lui où il va se sentir rejeté. Il y a eu une période récemment où j'ai ressenti un gros pic d'anxiété pour une histoire. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. Et j'ai eu 2 personnes que j'ai croisées. Une première personne que j'ai croisée et je lui raconte ça. Et ce qui est difficile pour moi, il me dit, je sais plus ce qu'il me dit, mais il me dit un truc. Ah ouais, ça peut mettre du temps pour se régler. Et moi, j'étais en mode, je me sentais pas du tout validé, quoi. Zéro intelligence intuitive. Et après, j'appelle un autre pote. Enfin, j'appelle un pote.
Je lui raconte ça et il me dit: «Ah, je comprends JF, c'est dur. Mais JF, j'ai confiance en toi. Tu vas surmonter ça.» Vous voyez l'intelligence intuitive du deuxième? Instantanément, il a su dire une parole réconfortante qui m'a touché. Et bah voilà, en fait, si on n'a pas cette intelligence intuitive-là, bah, évidemment, les autres, ils vont pas vivre cette expérience positive que j'ai vue avec mon ami. L'intelligence intuitive, ça peut être aussi adoucir des choses, sentir des moyens habiles d'entrer en relation, de sortir de relation. Pas en mode tu veux être mon ami, je veux pas être ton ami, mais de façon très subtile. Je me souviens d'une fille, elle était trop forte. C'était lors d'une retraite au village des Pruniers, puis j'étais en train de discuter avec quelqu'un. Et puis vous savez, des fois on discute avec quelqu'un, puis enfin vous voyez deux personnes discuter, puis vous savez pas trop si vous pouvez vous entrer dans la conversation. Et c'est un truc un peu comme cette rencontre que je vous ai parlé où on était l'un en face de l'autre. Euh, et puis où la rencontre s'est pas fait, faut sentir en une seconde. Sinon, ça devient un peu bizarre, l'interaction et un peu une hésitation, un moment de gêne. Et elle nous a vu parler, elle est arrivée, elle s'est faufilée comme ça, euh, en rigolant un peu, et un peu avec son air de petite souris, en disant je peux venir. Et vous voyez comment, avec de l'humour, elle a tâté le terrain. Parce que si c'était pas confortable pour nous, bah, on aurait rigolé en la voyant et on leur aurait dit bah écoute, c'est un petit peu privé. Et ça serait resté sur un ton léger. Pas en mode coucou, je peux venir Non, désolé. Vous voyez, ça c'est de l'intelligence intuitive aussi. Et je crois que l'intelligence intuitive, ça se développe profondément. Moi, j'ai vu la mienne qui s'est tellement, tellement développée. Et je vous dirai à nouveau dans les solutions comment on peut développer ça. Ensuite, point suivant, c'est les stratégies sociales. Euh, les personnes que je connais qui ont le plus d'amis sont souvent des personnes qui proposent le plus. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est probablement les personnes qui aussi se prennent beaucoup de vent. Parce qu'il y a forcément des gens qui ont envie d'être avec nous et des gens qui n'ont pas envie d'être avec nous. C'est normal, c'est la nature humaine. Donc, est-ce que je propose la rencontre? En fait, tout simplement, euh, combien de fois ce mois-ci j'ai proposé à quelqu'un euh, de voir, de le voir? Euh, est-ce que, euh, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis au bon endroit? Euh, dans cette période où j'avais l'impression de ne pas avoir d'amis, je me suis rendu compte que j'étais dans un milieu spirituellement, en fait, je ne l'avais pas conscientisé à l'époque, mais qui ne me convenait pas. Dans l'église catholique, où j'avais l'impression de me sentir comme un poisson dans l'eau. Et puis en fait, il y avait des choses auxquelles j'adhérais pas. Et quand je me suis ouvert spirituellement en allant voir du côté du bouddhisme, etc., tout d'un coup, j'ai senti que j'étais au bon endroit. Et tout d'un coup, d'une façon magique, c'était hyper facile de connecter avec les gens. Parce qu'il y avait ce truc en arrière-plan euh, de pas être dans le bon environnement. Euh, comprendre aussi mon hypersensibilité, que il y a des lieux de connexion sociale où moi je suis pas à l'aise naturellement et où la plupart des gens sont très à l'aise, et que moi j'ai besoin de lieux, j'ai besoin de rencontres personnelles. Je suis pas à l'aise dans les groupes, mais je suis super à l'aise dans la relation individuelle. En fait, bien se connaître et du coup rencontrer les personnes dans les bons environnements. Derrière cette idée, il y a aussi de bien se connaître soi et d'oser être qui on est. C'était pas facile hein, pour moi de dire à tous mes amis hyper catho, hyper engagés comme moi dans l'église, désolé les amis, ciao, mais je vais au village des pruniers chez les bouddhistes pendant un an. Euh, C'était pas facile d'assumer ça. Est-ce que tu as encore la foi, JF? Donc il y a eu des conversations difficiles à avoir et, et des choix où je me suis vraiment choisi. Et en me choisissant vraiment, bah, c'est vrai qu'il y a certaines relations qui m'ont rejeté pour ça, parce qu'elles se sont senties voilà, plus connectées avec moi par la foi. Mais en me choisissant, bah, j'ai perdu ces relations, mais j'ai trouvé des nouveaux amis. Et donc, voilà, assumer qui on est profondément, ça va causer à la fois du rejet et à la fois ça va nous ouvrir de nouvelles portes. Alors, comment régler tout ça? Donc, comment
Guérir de la blessure du rejet. Les solutions. Alors, euh, pour moi, 90% du travail, il se fait en étant aidé. Je pense que c'est très difficile de faire ce travail seul. Mais il y a quand même un point que vous pouvez faire seul, c'est avoir un carnet d'observation. C'est après chaque rencontre que vous avez ou chaque interaction, relire et observer qu'est-ce qui s'est joué chez moi, qu'est-ce qui s'est joué chez l'autre. Qu'est-ce qui est différent chez moi de chez les autres. Si j'ai l'impression, je sais pas, qu'il me manque quelque chose ou que... attendez, je l'exprime mal. Je vais le dire d'une autre façon. Quelles sont des personnes dont je trouve que le comportement ou l'énergie m'inspire? Qu'est-ce qui est différent entre elle et moi? Est-ce que je pourrais un peu m'inspirer de la façon dont elle réagit à certaines situations pour apprendre, moi, comment réagir différemment? Euh, Est-ce qu'il y a des comportements que j'aime pas chez les autres? Et est-ce que ces comportements-là, je les observe chez moi dans d'autres situations? Et je trouve que ça nous fait mettre énormément de conscience. Juste de prendre un temps le soir et d'écrire. Deuxième façon de régler le problème, c'est euh, en accompagnement, mettre de la conscience sur ce qui se passe dans nos schémas. Donc, c'est ce qui se passe en accompagnement thérapeutique d'une façon assez classique. Quels sont mes schémas de relation? Mettre de la conscience aussi sur mes mensonges. Vous souvenez, ce que j'ai absorbé dans la petite enfance, cette idée, je me suis senti rejeté par mon père et donc je me suis construit avec cette identité de je suis un moins que rien, une moins que rien. De mettre de la conscience là-dessus pour pouvoir observer, ah ok, dans cette situation, est-ce que ce serait pas ce schéma qui serait en train de s'activer? Ça peut aider à mettre beaucoup de compréhension et de conscience sur qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est le premier niveau. Donc c'est l'accompagnement assez classique en thérapie. Deuxième niveau, c'est mettre de la conscience sur ce qui est en train de se passer dans l'instant présent. Et pour ça, il faut aller vers des approches d'accompagnement expérientielles, où on va vivre la relation. Donc moi, je suis formé à ça, avec une approche qui s'appelle l'intelligence relationnelle. Et dans l'intelligence relationnelle, en tant que thérapeute, je suis toujours en observation de qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant dans la relation, qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps, qu'est-ce que je ressens, et de demander à la personne que j'accompagne, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce que tu ressens. Ça peut être de mettre une conscience mentale. Donc, vous vous souvenez, il y a cet exemple que j'ai évoqué dans une séance avec une personne à qui je disais est-ce que tu prends conscience là que tu es dans une énergie vachement mentale? Est-ce que tu prends conscience quand tu me parles là de la dureté qu'il y a dans tes mots? Est-ce que tu prends conscience 2 secondes plus tard que là, quand tu me parles, je sens beaucoup plus de vulnérabilité? Et le fait de vivre ça dans des séances expérientielles, ça va vous permettre de prendre conscience dans le moment où ça arrive de ah, tout d'un coup vous sortez de la tête de l'eau, vous sortez de vous-même et vous vous observez en position méta. Et ça, c'est très difficile à faire seul. Mais s'il y a quelqu'un qui est là, qui voit ce qui se passe et qui vous dit qu'est-ce que je suis en train de voir en toi. Moi, je l'ai vécu récemment. J'étais avec enfin récemment, il y a 2 ans, mais j'étais avec un coach. Je travaillais un peu sur l'anxiété sociale à l'extérieur et il me disait regarde comment tu te tiens quand tu parles aux gens. Tu pourrais redresser la poitrine. Wow, j'avais jamais vu ça. Et je ne l'aurais jamais vu s'il n'était pas avec moi dans la situation et qu'il me l'avait dit au moment. La deuxième façon de mettre de la conscience sur ce qui se passe dans un accompagnement, c'est au niveau de la conscience intuitive. Donc vous vous souvenez, cette personne que j'avais rencontrée, et puis en faisant l'exercice de lui mettre la main sur le dos, je voyais qu'elle n'était pas du tout connectée à son corps, qu'elle avait du mal à avoir cette conscience intuitive. Je lui ai dit, tu sais quoi, je te propose qu'on fasse ça pendant 10 minutes et on voit à la fin des 10 minutes comment tu as progressé. Donc on a juste fait ça pendant 10 minutes. Et
je sentais qu'il était tendu. Et ça, c'est un truc qui vient de l'intelligence relationnelle aussi. Euh, je lui ai fait donc cette méthode de psychothérapie à laquelle je suis formé. Euh, Même si on faisait pas de l'intelligence relationnelle, enfin voilà, j'ai eu ce réflexe à ce moment-là qui vient de mon école de formation. Euh, je lui ai dit, j'ai l'impression que tu es tendu. Est-ce que tu es tendu? Il me dit, ah ouais, je suis tendu, je suis stressé. Est-ce que est-ce que tu verrais un moyen d'apporter de la détente? Il me dit, ouais, il commence à respirer, puis je vois qu'il se détend. Et là, je sens qu'il est beaucoup plus connecté à moi. Et je lui fais le retour. Je lui dis, ah, je te sens beaucoup plus connecté. Est-ce que toi, tu sens, ta conscience, que c'est pas pareil la connexion entre nous, là, physiquement, quand tu bouges, qu'il y a 5 minutes? Et il me dit, ah ouais, je le sens. Donc vous voyez, ça, c'est un moyen très concret pour développer une intelligence intuitive. Et je suis certain que ce dont il a fait l'expérience dans la danse, il va être capable ensuite, peut-être en étant un peu aidé, de le transposer dans la relation. Et je vous dis ça parce que donc cette personne, hein, vous vous souvenez, était autiste. Euh, je ne sais plus si je l'ai mentionné, mais en tout cas, elle l'était. Il y a un peu ce truc de ah, j'ai cette étiquette autiste ou et vous aussi, si vous ne l'êtes pas, peut-être il y a des étiquettes sur les vôtres que vous avez, que ah, je suis pas capable de gérer dans les situations. Bah, moi, je pense que c'est ma croyance, hein, qu'il y a certains traits autistiques où on se sent coupé des relations, où les écoutilles, elles peuvent s'ouvrir. Et je prends cet exemple parce que vraiment, autisme, on peut penser que c'est un tampon qui est mis sur nous, que c'est un truc figé. Non, ça peut vachement bouger. On l'a vu en 5 minutes de danse. Et je vous invite à transposer pour vous. Peut-être vous, c'est pas du tout l'autisme, mais peut-être vous vous dites, mais je vais pas y arriver, je suis pas capable, comment faire? Et ben vous voyez, euh, par ces approches simples, on peut tellement prendre conscience, tellement développer son intelligence relationnelle, tellement apprendre comment être en relation avec l'autre, comment connecter avec l'autre. Et, et moi, ce que j'ai vécu à l'époque où j'étais moi-même accompagné avant d'être thérapeute en intelligence relationnelle, ça m'a tellement ouvert mes écoutilles et ça m'a tellement aidé à vivre beaucoup moins d'expériences de rejet parce que tout d'un coup, j'avais cette intelligence intuitive, je captais ce qui était en train de se passer et du coup, je pouvais faire des réponses beaucoup plus ajustées, comme quand mon ami est venu me voir en colère et que je lui ai dit pardon de t'avoir blessé sur ce sujet politique. Point suivant pour régler le problème, c'est de guérir les blessures de l'enfant intérieur. C'est-à-dire, bah, cette personne que je vous mentionnais avec son père qui l'a rejeté quand elle était petite, on est allé voir l'enfant intérieur. Et je l'ai aidé à ce qu'elle puisse ressentir à quel point cet enfant c'était une merveille. Et aujourd'hui, elle le ressent. Et cette personne, elle m'a envoyé un message vachement touchant récemment où elle me dit, mais ces expériences, je sens même dans ma posture aujourd'hui quand je suis avec les autres. Donc, vous voyez, dissoudre les croyances très profondes qui viennent de très très loin, des blessures, pour pouvoir rentrer dans une nouvelle relation avec soi. Donc ça, c'est vraiment du travail thérapeutique classique. Il y a plein de méthodes qui sont géniales. Moi, mon approche, c'est l'intelligence relationnelle, comme je vous ai dit, et l'IFS. L'IFS, c'est un travail merveilleux de dialogue, justement, avec l'enfant intérieur. On ne va pas chercher à comprendre dans la tête les schémas, mais à vivre émotionnellement des expériences profondes dans la sécurité avec quelqu'un qui nous accompagne, qui peut créer un cadre de sécurité qui est fort. Et, et je suis sûr que cette personne, dans les mois qui vont venir, elle va se connecter, elle va beaucoup moins sentir la blessure de rejet dans sa vie amoureuse qu'elle ne le sentait auparavant. Parce que la croyance profonde, l'émotion profonde a été résolue par une expérience réparatrice qu'elle a vécue à l'intérieur d'elle. Et puis moi, mon approche, elle est beaucoup aussi avec la spiritualité.
pour les personnes qui ont envie de travailler avec ça. C'est pas du tout une composante obligatoire entre guillemets, mais c'est quand c'est là, je le prends avec la personne. Moi, ça a été une expérience tellement profonde de connecter avec un amour divin et ça peut venir réparer des blessures très 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 profondes. Je vais pas vous faire la liste des approches thérapeutiques, mais il y aurait toute une conférence à faire en soi là-dessus. Voilà, il y a vraiment à boire et à manger et des approches très différentes pour des besoins très différents, mais je vous parle de celle-ci parce que je les connais et je sais que ça fait partie des plus puissantes au monde. L'IFS, c'est ça fait partie des thérapies du top, peut-être du top 5 des thérapies où c'est vraiment démontré scientifiquement que c'est efficace. Il y en a d'autres qui sont très très bien, hein, d'autres expériences, mais elle est vraiment de qualité. Et c'est pour ça que j'avais choisi à l'époque de, de cette voie-là. Toujours dans les expériences qu'on peut vivre pour guérir de la blessure du rejet, à nouveau, je vais vous parler de l'intelligence relationnelle. Il y a vivre l'expérience d'être en sécurité dans la relation. Moi, j'ai une personne que j'avais accompagnée. Une fois, à un moment, je lui demande est-ce que tu te sens en sécurité là? On avait fait tout un travail hein, avant, pendant plusieurs séances. Elle me dit là, oh, je sens dans mon corps que je suis en sécurité. Et après, elle me dit je réalise que je n'avais jamais fait cette expérience de ma vie dans un accompagnement thérapeutique. Parce que l'intelligence relationnelle, c'est cette approche où on met tellement de conscience sur ce qui est en train de se passer dans le corps de la personne accompagnée, enfin on l'aide à mettre de la conscience là-dessus, qu'elle peut construire des repères de est-ce que je me sens en sécurité ou est-ce que je me sens pas en sécurité. Et donc on va vivre dans le laboratoire de l'accompagnement des expériences où la personne elle va apprendre à dire ses besoins. Par exemple, si je sens qu'il n'y a pas de sécurité, je vais lui demander comment tu te sens dans ton corps, j'ai l'impression de voir que tu es tendu. Ouais, effectivement, je suis tendu. De quoi tu as besoin, en fait? Comment je peux t'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'exprimer? Peut-être poser une limite, quelque chose que tu ne veux pas qu'il se passe dans la séance. Peut-être entendre de ma part une validation de quelque chose. Peut-être s'éloigner un petit peu de la caméra. Peut-être au contraire se rapprocher un petit peu. Je parle quand c'est des séances en visio, pour se sentir plus en lien. Et quand on vit ces expériences, des fois on vit des choses tellement simples de la relation. Poser une limite, exprimer un besoin, dire ce dont on a besoin pour pouvoir partager la vulnérabilité, etc. On vit pour la première fois qu'on n'a jamais pu vivre dans aucune relation. Et là on fait cette expérience, mais wow, putain, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça aurait pu se passer depuis toujours. Ok. Là, je ne l'ai pas compris dans mon mental, je l'ai compris dans mon corps, comment c'était. Et du coup, après, on peut sortir de là et aller vivre ça en dehors du laboratoire de l'accompagnement dans le monde. C'est pas l'objectif premier de l'intelligence relationnelle de développer ces compétences-là. Mais il y a aussi ça, ce qui se passe dans les accompagnements et que je trouve vachement précieux par rapport à l'intelligence sociale. Et le dernier point, c'est de mettre en place des solutions spécifiques, des stratégies spécifiques par rapport à nos enjeux. Donc je ne sais pas par rapport si c'est dans la vie de couple, il y a un truc qui se joue, je te donne un exemple, hein, où je me sens toujours victime et l'autre il se met dans une position de bourreau face à moi. Et du coup, je me sens rejeté parce que au lieu de me valider dans mes besoins, dans ma vulnérabilité, il est dur avec moi. On peut analyser ça et aider la personne à prendre conscience que peut-être elle se met dans un positionnement victime. Peut-être il y a une part d'elle auquel elle aurait accès qui pourrait l'aider à être plus dans une prise de responsabilité, plus dans un rapport d'adulte égal à égal. Et dire, voilà,
par quel signe tu pourrais sentir que cette situation pourrait se reproduire? Quels seraient les signes précurseurs? Et comme ça, tu notes ces signes. Ok. Maintenant, si tu sens que cette dynamique, elle s'instaure, toi, tu es en train de glisser dans le rôle de victime, puis lui, il est en train de se mettre dans son rôle de boulot, qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu pourrais faire à ce moment-là pour, pour sortir du truc? Ah, je pourrais faire ça. Ok. Et on met en place une stratégie consciente. Donc ça, c'est un exemple si on ressent du rejet dans son couple. Si on ressent du rejet dans la vie sociale, bah, c'est aller mettre une stratégie. Est-ce que il faut que tu sortes plus? Est-ce que peut-être tu sors dans des endroits pour rencontrer des gens, mais qui ne te correspondent pas profondément à qui tu es, etc. Donc ça, c'est au niveau des stratégies. Et on peut faire un travail au niveau de l'énergie. Et ça, c'est un travail que j'adore. Vous vous souvenez, cette énergie, on arrive dans une pièce et les gens sentent instantanément notre énergie. L'énergie, ça se travaille. Et pour moi, ça a été une clé hyper puissante sur la blessure du rejet. C'est, je visualise pendant 15 minutes, je me connecte à mon cœur, je visualise que je suis une personne auprès de qui les gens ils se sentent bien, que je suis aimé, etc. Je fais ça 15 minutes avant une interaction sociale. Et je me souviens la première fois que j'ai fait ça de ma vie. J'ai fait ça pendant 15 minutes. J'arrive à un café où il y avait un gars qui s'appelait Geoffroy. Et j'avais trop envie de connecter avec lui. Je me suis dit, ça serait un bon pote, Geoffroy. Mais lui, il en avait rien à faire de moi. Ça fait 3 mois que je travaillais dans ce café en coworking. On se croisait, mais je voyais bien qu'il n'y avait pas d'accroche. Comme si j'existais pas trop dans son champ, quoi. Et ce jour-là, on cause. Je suis dans une bonne énergie. Et il me dit, ah, t'es vachement sympa en fait, JF. Tout d'un coup, j'apparais dans son champ. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah juste avant de venir, je me suis connecté à, à cette énergie, en fait. Je l'ai activée à l'intérieur de moi. Et, et ces activations énergétiques, elles sont simples, mais je crois qu'elles sont très, 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 très puissantes et qu'elles peuvent énormément aider à sortir des positions de rejet, que ce soit dans la vie sociale ou que ce soit dans la vie amoureuse. On va conclure. Alors l'essence de ce qui a été partagé dans cette vidéo, elle se résume en 3 points clés. C'est 3 points ultra simples que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui ou dès demain pour commencer à venir apaiser ou à venir guérir ce sentiment de rejet. Je les ai enregistrés dans une vidéo secrète qui est réservée aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Si tu veux accéder à cette vidéo secrète, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description et tu pourras y avoir accès, ainsi qu'à toutes les vidéos secrètes que je partage à chaque fois que je fais une vidéo publique comme celle-ci sur YouTube. Dans ce lien, tu trouveras aussi le résumé de tous les points qui ont été abordés dans cette vidéo. Et si tu as envie de te faire accompagner pour guérir de cette blessure de rejet et créer une nouvelle relation magnifique avec toi-même et avec les autres, tu auras aussi accès à une vidéo où je t'explique concrètement les 3 étapes de ma méthode. Tout ça est dans la description de la vidéo. Et si jamais tu penses que cette vidéo, elle pourrait aider quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à lui envoyer.